Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Chers amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui accueille aujourd'hui celui-là même que beaucoup qualifient de monument, de fin connaisseur de l'histoire du Burkina Faso, de l'Afrique de l'Ouest et même du continent africain, ancien fonctionnaire international. Il est à la retraite et il contribue régulièrement au débat sur la situation nationale. Monsieur Ismaël Diallo est notre invité de ce jour. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info qui se déporte naturellement chez vous à domicile pour cet entretien. Pour ceux qui nous regardent actuellement, la question première, comment va Ismaël Diallo? Comme quelqu'un qui entre dans le 4e âge, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Mais je ne me plains pas. 77 ans aujourd'hui, ça ne fait pas 77 jours comme on dit très souvent. Yep. C'est toute une vie, hein? C'est toute une leçon de vie. Et quand vous voyez la nouvelle génération, les jeunes et autres, avec l'histoire politique du Burkina Faso, quel est le sentiment qui vous anime? D'abord, en référence à l'âge, oui, le corps ne suit plus tellement, bien entendu, il y a des bobos souvent, mais la grâce est d'avoir l'esprit encore vif, d'avoir la curiosité d'apprendre et l'envie de savoir. Ce qui est vraiment essentiel et qui nous aide à rester debout. Quant à la jeunesse, si je compare à celle de ma génération, certes, les circonstances sont différentes, les périodes sont différentes, l'environnement est différent. Mais je pense que nous n'avions pas hâte de remplacer nos aînés. Les nouvelles technologies, le monde a beaucoup évolué. Peut-être que c'est pas tout cela qui a contribué à cela? Et nous n'avions pas la prétention de savoir autant ou plus que nos aînés. Ce que donnent les jeunes aujourd'hui comme impression d'en savoir plus et de ne pas avoir besoin d'écouter, d'entendre, d'apprendre même. Ce matin encore, à une émission interactive, j'entendais parler de manque de renouvellement des générations, de la classe politique et tout cela. Mais le renouvellement se fait comment? Ce sont celles et ceux qui sont intéressés à la chose politique de s'investir dans la question politique. Donc vous en voulez à ceux qui restent de côté, qui critiquent, qui pensent qu'il y a un statu quo au niveau de la classe politique burkinabé? Il n'y a pas de statu quo, c'est la même chose partout au monde. Il y a des pays comme en Chine, il y a encore 15 ans, 20 ans en Chine, si vous n'aviez pas 60 ans, vous n'allez pas dans certaines sphères politiques et administratives, surtout politiques. Maintenant, on commence à y aller plus jeune, c'est-à-dire à 50 ans. À 45 ans. Vous parlez du Parti communiste chinois. Oui, alors que chez nous, à 20 ans, 21 ans, le jeune pense qu'il est apte à devenir ministre, à devenir ambassadeur, à devenir premier ministre et tout le reste. Peut-être qu'il l'est, peut-être bien qu'il l'est, mais qu'il le prouve simplement en s'engageant et en débattant, en ayant des idées novatrices et en s'imposant lui-même par la qualité de son engagement. Il ne faut pas que ce soit une échelle qu'on lui donne et qu'il grimpe rapidement. Ça ne se fait nulle part au monde. Vous êtes un conservateur apparemment, hein? Vous voulez qu'on continue de suivre les normes jusqu'au bout? Je ne suis pas un conservateur, je prétends être un révolutionnaire, cher ami. Je pense simplement qu'il faut mériter chaque étape que l'on passe. Il ne faut pas attendre qu'on vous donne quelque chose. Et si on vous donne quelque chose, du fait de la filiation ou de la proximité avec une personnalité, la première chose que vous devez faire, c'est de mériter ce qu'on vous a donné. Quand John Kennedy a été élu président des États-Unis, il a nommé son frère
Robert, ministre de la Justice. Il y a eu un tollé aux États-Unis parce qu'il a nommé son frère. Mais son frère, dès les premiers jours, a prouvé qu'il méritait ce poste. Et il a fait oublier qu'il était le frère de John Kennedy. C'est ce qu'il faut faire. Restons sur le cas du Burkina Faso. Les derniers événements sont assez éloquents. Des marches, meetings qui sont organisés. Un coup d'État est intervenu. On a un régime militaire. Et comment vous avez vécu tous ces événements récents dans votre pays, le Burkina Faso? Avec beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur. D'abord, je pense que avec le régime MPP, il y a eu un gros gâchis d'opportunités. Gros gâchis. Tout le monde impute la responsabilité unique à Roch, ce qui est totalement injuste. Totalement injuste. Certes, il était le chef de l'État. Certes, il aurait pu faire des réformes. Et en un mot, voici un président qui aura été renversé. Pas parce qu'il en a trop fait, pas parce qu'il a fait mal, mais parce qu'il n'a presque rien fait. Il n'a presque rien fait. Presque rien fait de fondamental, à mon avis, à mon humble avis. Et qu'est-ce que je perçois comme fondamental? La première des choses, c'était remettre l'administration sur les pieds. Et enlever toutes les scories qu'il y a dans l'administration. Elle est plus politisée que l'on peut croire. Alors, je veux qu'on reste un peu de façon chronologique dans les faits. J'avais parlé du cas de Roch Kaboré le 24 janvier 2022. Vous avez dit que, visiblement, ce qui lui est arrivé, il le méritait pour n'avoir pas fait assez quand il était président du Faso. Yes. Beaucoup de gens lui ont dit, fais ceci, fais cela. Ou il a répondu oui, mais ne l'a pas fait. Ou il a dit, on ne peut pas le faire. Parce qu'il est légaliste. Parce que. Je lui ai dit, par exemple, en août passé, au nombre de différentes suggestions, il faut combattre résolument la corruption. Vous lui avez dit ça face to face? Face to face. Il vous a reçu chez lui à la présidence pour que vous discutiez? Oui, dans une des villas. Enfin, dans une des villas, ok. Dans une des villas de fonction. C'est vous qui avez souhaité le rencontrer ou c'est lui qui a fait la démarche vers vous? Non, je lui ai envoyé un message en revenant de Kaya, un dimanche. Je lui ai dit que j'étais à Boussouma, à la fête du chef, que j'ai dormi chez moi à Kaya et que je rentrais à Ouaga. Et il m'a téléphoné. Il m'a dit, on se voit mercredi. Alors j'ai été mercredi. Et parmi les suggestions, je lui ai dit, il faut combattre la corruption. Et je lui ai dit, il faut commencer par la justice, pour que ce soit vraiment crédible. Il y a des poids morts, il y a des magistrats corrompus, il y a des dossiers qui sont établis, pour lesquels il n'y a pas de discussion. Il faut commencer par là. Et il vous a répondu? Il m'a dit, ça, on ne peut pas. Et il vous a dit qu'on ne peut pas? Voilà ces mots, ça, on ne peut pas. Sur le dossier judiciaire? Sur les magistrats, on ne peut pas toucher aux magistrats. C'est ce que le président vous a dit? Ça, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher aux magistrats. Et vous avez été choqué, vous avez compris que c'était... J'ai été choqué parce que pour moi, même s'ils ont conquis ou acquis une indépendance, pour moi, extraordinaire, et sans quelque chose en retour, ça ne fait pas des gens qui sont au-dessus de toute sanction. Il y a des méthodes par lesquelles on peut les atteindre. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre au garage des magistrats corrompus? Pourquoi? Au nom de leur indépendance? Comment? Et c'est le seul point que le président vous a dit sur lequel il ne peut pas bouger? Ça, il a dit, ça, on ne peut pas. Donc, il n'y avait même pas matière à discuter. Sur les autres points, on a discuté, mais sur tous les points que je lui ai donnés, on a vraiment discuté. Hein. Il y a certains points, on verra après. Il y a certains points, je m'en occupe, on se voit dans une semaine. Et cette semaine n'est pas encore arrivée. Et c'était la dernière fois? Il ne m'a plus jamais rappelé. Et je ne me sentais pas le rôle de le rappeler, hein, puisque c'est lui qui a dit on se revoit dans une semaine. Est-ce qu'à la lumière de cet échange que vous avez eu avec Roch Kaboré en août 2021,
Vous avez senti que ce pouvoir-là partait pratiquement à la dérive? Je l'ai senti avant. Mais je l'ai senti avant, mais j'accuse aussi tout l'appareil du MPP. Parce que quelle que soit la prééminence du chef, il faut savoir lui parler avec insistance. Est-ce qu'on peut lui imposer Dans des choses? dans l'Afrique traditionnelle, quel que soit le caractère magnifique, entre guillemets, du chef, il y a toujours un petit nombre qui peut s'asseoir et lui parler et lui dire tu fais ça. Vous pensez que le MPP n'a pas eu assez de marge de manœuvre pour redresser la machine quand Je ne connais le pas, navire était en train de je ne tanguer connais de pas toutes suffisamment les membres dits influents ou les membres du premier cercle du MPP. À part Simon que je connais, je ne vois vraiment pas qui d'autre de cette envergure-là. Mais je n'ai pas eu le sentiment qu'on le marquait au corps pour l'amener à agir. C'était à quel niveau? Est-ce au niveau des choix? L'opération main propre qui avait été annoncée, dont on n'a pas vu effectivement les résultats venir? Est-ce que c'était sur le défi sécuritaire? Est-ce que c'est à tous les niveaux qu'il y a eu des échecs dans la À tous les gouvernance? niveaux. À tous les niveaux. Et 2 mois après l'arrivée des militaires au pouvoir, ça n'a pas changé. Je ne vois pas ce qu'ils ont fait de radical. Alors, le 24 janvier, vous étiez à la maison, vous avez senti la tournure des événements. Quand vous avez appris que les militaires ont fait coup d'état militaire, qu'est-ce que vous êtes dit finalement pour le Je Burkina me Faso? suis dit encore une autre bêtise, c'est tout. Une autre bêtise. Nous avons fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Vous ne cautionnez pas un coup d'état Je militaire? ne cautionne pas le coup d'état militaire parce que je ne crois pas que si on prétend être en république, on règle un problème avec les armes. Les militaires ont déclaré... Quel avantage ils ont à part avoir des armes? Quel avantage? Qu'est-ce qu'ils ont? Et ces armes-là, est-ce que ça leur appartient? Ça appartient aux Burkinabés, pas à eux. Ces armes leur ont été confiées pour faire la guerre, pas pour faire un coup d'État. Alors, je ne peux pas cautionner un coup d'État. Ils ont déclaré que c'est... Ils auraient pu aller chez le président et dire, Monsieur le Président, on vous donne 72 heures. Si vous ne prenez pas telle mesure, telle mesure, telle mesure, voici ce qu'on va faire. Mais ne pas dire on prend nos responsabilités. Parce que chaque groupe de militaires qui fait un coup d'État dit, nous avons pris nos responsabilités. Mais messieurs les militaires, ce n'est pas vos responsabilités de faire un coup d'État. Votre responsabilité, c'est l'intégrité territoriale. Ça s'arrête là. Mais ce n'est pas faire un coup d'État. Vous n'avez aucun, il n'y a rien dans les textes qui vous donne le droit de prétendument prendre vos responsabilités en faisant un coup d'État. Rien. Ils ont avancé l'argument sécuritaire pour faire le coup d'État. Ils ont avancé l'argument sécuritaire. Qui était sur le terrain? C'est Roch. C'est Roch qui était sur le terrain. Certains diraient que vous défendez... Roch est le commandant en chef. Certains diraient que vous défendez votre ami Roch, puisque vous l'avez vu en... Ce n'est pas mon ami. Roch n'est pas mon ami, ni mon camarade. Roch est mon frère. Il est mon frère. Il y a des relations que beaucoup de gens ne savent pas et que nous n'avons pas cherché à faire voir. Mais il est mon frère. Il n'est pas mon ami, il n'est pas mon camarade. Mais je dis simplement, le dernier argument que les militaires auraient dû donner comme prétexte pour s'emparer du pouvoir par la force est le président a échoué du côté sécurité. Du côté lutte contre la corruption, lutte contre le terrorisme. C'est le dernier argument. Mais est-ce qu'il n'a pas effectivement échoué dans la lutte contre l'insécurité? Ce n'est pas lui qui a échoué, c'est d'abord les militaires qui ont échoué. C'est d'abord eux qui sont sur le terrain. Si vous êtes DG de Burkina Info, n'est-ce pas? Vous envoyez cette équipe-là sur le terrain. Vous leur dites, allez faire ceci, allez faire cela. Ils arrivent là-bas, lui il se rend compte que sa caméra ne marche pas. Lui il se rend compte qu'il a oublié une pièce. Lui il se rend compte que c'est votre faute. J'ai une part de responsabilité tout de même. Parce oui, que, mais est-ce que vous deviez, je dois avoir un regard sur ce qu'ils font. Avant qu'eux ils embarquent, est-ce que vous deviez aller auprès de chacun dire est-ce que tu as tous tes éléments un à un? Non,
il y a un minimum de confiance, parce que ce sont des gens responsables. Et ce sont des gens qui sont censés être à la hauteur de leurs tâches. Sinon, ils ne seraient pas au poste où ils sont. C'est eux qui mènent la guerre. Mais pire, il est évident que ceux qui ont fait le coup d'État y ont pensé depuis un certain temps. Depuis quand? Je ne sais pas. Certains depuis quelques semaines, d'autres depuis quelques mois, d'autres encore peut-être depuis quelques années. Je ne sais pas. Donc, ces personnes-là ont dû se dire, ces militaires ont dû se dire, si nous prenons le pouvoir et que nous avançons la raison comme l'échec dans la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce que nous faisons? Ils auraient donc dû préparer des actions immédiates, mais des actions d'éclat. On reviendra là-dessus tout à l'heure, Okay. Mais je vais vous entendre sur un aspect. Le 24 janvier 2022, quand le coup d'État a été proclamé, les populations ne sont pas sorties contester, comme ce fut le cas en 2015. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une attente au niveau des populations que les militaires sont venus satisfaire? Ce n'est pas une attente des militaires, c'était... Je parle des populations, pas des militaires. Oui, c'était un ras-le-bol de l'inefficacité du régime MPP. Parce que l'autre drame dans les régimes, surtout certains, c'est qu'une fois au pouvoir, ils s'installent dans le confort, dans la routine, ils calculent en termes d'années, pas en termes de semaines. Et si vous allez leur dire, là ça ne va pas, là ça ne va pas, là ça ne va pas, au lieu de vous écouter, on vous prend pour un oiseau de mauvais augure, on vous prend pour un alarmiste, on vous prend pour un insatisfait qui cherche un poste. Au lieu de vous écouter et de vérifier ce que vous dites. Et si effectivement ce que vous dites est fondé, de corriger. C'est en corrigeant continuellement qu'on évite les insurrections, les révolutions, les coups d'État. Mais quand on s'installe dans la routine, on invite tout cela. Malheureusement, la plupart des gens qui arrivent au pouvoir, avant d'arriver au pouvoir, le premier souci c'est voici ce que je vais faire une fois que je serai au pouvoir. Voici ce que je vais changer. Mais une fois qu'on est au pouvoir, la priorité change. Qu'est-ce que je dois faire pour rester le plus longtemps possible? Vous pensez que c'est ce qui va arriver au Burkina Faso? Hein? Vous pensez que c'est ce qui va arriver au Burkina Faso? Well, je n'ai pas l'impression que le MPSR a l'intention de partir si tôt. Je parais sévère sur l'armée. Mais c'est parce que j'ai une très haute idée de cette institution. C'est parce que j'ai une considération très, très forte pour l'uniforme. Et pour moi, l'uniforme confère, d'abord c'est un privilège, et il confère une responsabilité. Quand on porte un uniforme, surtout de FDS, on doit être admiré, on doit être respecté, on doit se sentir protégé, pas craindre celui qui porte l'uniforme. Donc, pour nous, pour moi, les FDS doivent être des protecteurs, doivent être un rempart, doivent être ceux qui donnent confiance, pas ceux que l'on craint et qui peuvent un jour ou l'autre se retourner contre le peuple. Voici pourquoi je suis sévère avec, ou je parais sévère avec ceux qui portent l'uniforme. Voici pourquoi. J'ai même essayé, quand j'étais jeune, d'être militaire. C'est peut-être mieux pour moi de ne l'avoir pas été. Parce que j'aurais été peut-être, comme dit quelqu'un, 6 pieds sous terre depuis longtemps. Alors, je veux qu'on fasse une escale sur un aspect. Yes. Après le coup d'État, il y a eu donc la cérémonie
des prestations de serment au niveau du Conseil constitutionnel, cérémonie d'investiture au niveau de la salle de conférence de Ouaga 2000. Avait-on besoin de toutes ces étapes-là pour légitimer le pouvoir de Damiba? Encore une fois, je vais rappeler que je ne cours après rien et je ne suis candidat à rien. Et ce que je veux dire ne va pas plaire. Mais tant pis. Tout ce qui a été fait depuis 2 mois, c'est du cinéma. C'est du cinéma pour acquérir une légalité que le MPSR ne pourra pas acquérir parce qu'il est né d'un coup d'État. Et cela est indélébile. 2, toutes ces gesticulations, c'est pour se faire légitimer. Mais la légitimation viendra par des actions concrètes, pas par tout cela. Tout ça, c'est du cinéma qui ne satisfait que les gens crédules, que les gens simples d'esprit, ou les gens qui se disent « je vais oublier ce qui ne va pas, je vais les amadouer pour avoir un strapontin ». Mais il fallait mettre quand même des organes, non? On a mis en place un gouvernement, une assemblée législative de transition, même si... Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette assemblée entre nous? Oui. Le président a 21 voix, plus 16 militaires, plus des OSC, des partis politiques qui vont être de son côté. Donc, il a automatiquement la majorité. Plus le président est celui que lui, il a proposé. Alors, donc, ça va être une chambre d'enregistrement. C'est tout. Alors, pourquoi est-ce qu'on en avait besoin? Une chambre d'enregistrement. Mais bien sûr, oui. Il y aura des débats, certes. Il y en a qui doivent justifier pourquoi ils sont là. Mais ils ont dit clairement qu'ils vont travailler à répondre aux aspirations du peuple. Well, come on. Oh, le pauvre peuple, les aspirations du peuple. C'est toujours lui, il a bon dos, les aspirations du peuple. Combien vont quitter Ouaga, aller dans les petits villages, demander l'opinion des gens avant de venir prendre leurs décisions? Combien? Combien vont le faire? Non. Le peuple a toujours bon dos. Toujours comme ça. Mais on a mis en place donc un gouvernement, une assemblée législative. Il est question aussi de la mise en place d'un conseil d'orientation de la transition politique au Burkina. Est-ce que vous pensez que toutes ces institutions n'étaient pas opportunes? Tout ça, c'est du cinéma. Encore du cinéma. Décidément, vous vous accrochez au mot cinéma. C'est pour placer des gens oui. et pour se donner l'illusion d'un consensus général. Hein, d'avoir tout le monde dans le train. Mais dans un train, il peut y avoir 200 wagons, mais il y a une seule locomotive. Et c'est la locomotive qui décide où va le train, où il s'arrête. C'est tout. Et la locomotive, on la connaît. Alors? Visiblement, vous êtes pessimiste avec le coup d'État. Je ne suis pas pessimiste, je vois les choses comme elles sont. Je ne veux pas que l'on continue de s'enfermer dans ce mensonge convenable pour tout le monde. Hein? Mais c'est un peu comme notre match d'hier contre le Kosovo. On est parti tout confiant, comme si c'était gagné déjà. Je vais vous dire la vérité, je ne suis pas pessimiste, mais le résultat ne m'a pas étonné. Quand j'ai entendu les commentaires avant le match, j'ai dit voilà, on commet encore la bêtise. C'est comme le match de la demi-finale. Ceux qui ont parlé, les encadreurs qui ont parlé, y compris l'entraîneur, 40 minutes avant la fin, quand on les a interviewés, tous ont dit c'est plié, on gagne. Vous dupliquez la politique. Et j'ai dit à quelqu'un, on va perdre. Ça va être exactement comme ça s'est passé avec le Zaïre ici. Parce qu'on est trop confiant trop vite. Un match n'est pas fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin. C'est tout. À la décharge peut-être de Damiba, il n'est au pouvoir qu'il y a environ plus de 60 jours. Il n'a pas encore eu le temps peut-être de dérouler son programme. Et qu'est-ce qu'il a fait depuis? Les 60 premiers jours là, il n'aurait pas pu commencer le combat contre la corruption. Il n'aurait pas pu, avec ses camarades, cibler un seul ou maximum 2 endroits au Burkina. Peut-être un au nord, un à l'est, où ils vont aller battre les terroristes et présenter ça comme un trophée. Ils n'auraient pas pu prévoir ça, puisqu'ils ont préparé leur coup depuis un moment. Je sais ce qu'on va dire. Oh, c'est trop facile de parler. Oui, c'est trop facile de parler. Mais permettez-moi de vous dire que je traite de ces questions depuis 1965. Depuis 1965, je traite de ces questions. 1965. Ça fait combien de décennies? Donc, même si je suis bête, au moins j'ai appris un peu
Et je sais de quoi je parle. Vous savez de quoi vous parlez et finalement, quelles sont les solutions à cette insécurité au Burkina selon vous? Comment? Quelles sont les solutions éventuelles à cette crise sécuritaire au Burkina selon vous? Quelles sont les solutions? Ouais. C'est gagner la guerre. Ça s'arrête là. En faisant quoi concrètement? Mais en battant les terroristes, mais en comprenant leur modus operandi. Quand les terroristes, d'abord, où sont les terroristes? Deux, comment décident-ils d'attaquer? Quel chemin prennent-ils? Quand ils arrivent à leur cible, comment s'organisent-ils? Comment est-ce qu'ils décrochent? Où vont-ils? On peut mettre 9 mois, 12 mois, 15 mois pour savoir cela. Mais une fois qu'on le sait et qu'on agit, on agit sur toute la ligne. Et on les élimine sur toute la ligne. Ce sont des Burkinabés qui ont pris des armes contre d'autres Burkinabés. Oui. N'est-il pas temps de travailler sur la cohésion sociale, le retour à la coopération locale et tout ce qui peut être utile dans l'ancrage social au Burkina? Tout cela se fait ensemble. Oui. Tout cela se fait ensemble. Depuis qu'on est dans cette lutte, combien de chefs coutumiers, traditionnels, religieux, d'envergure, avez-vous entendu se réunir ou aller de région à région? Le président Damiba a reçu les autorités coutumières et religieuses. Il a même Oui, mais ce créé... n'est pas à Kossiam que c'est important qu'il parle. C'est dans les campagnes. C'est dans les campagnes. Ce n'est pas important qu'il parle à Damiba. Qu'est-ce que Damiba va leur dire qu'ils ne savent pas? Qu'est-ce qu'eux vont dire à Damiba qu'ils ne savent pas? C'est leur parole au Burkinabé qui est importante. C'est ça qui est important. Et puis, si, imaginez-vous, que le pouvoir et ses excroissances décident que là où c'est possible, on organise une fois par mois 10 jours d'une région. C'est-à-dire que dans 12 régions, on parle de la 13e, de tout. Les us et coutumes, les cultures, tout. Les différentes ethnies, comment elles vivent ensemble, comment elles se connaissent, etc. Et que dans ces 12 régions, pendant 10 jours, toutes les radios, toutes les télés font ça. Et on encourage les Burkinabés à se rendre là-bas, au moins un jour pendant ces 10 jours. On fait ça pendant 10 jours. On arrête peut-être 10 jours pour préparer une autre région. Et on le fait dans une autre région. On le fait régulièrement. Supposez que dans les salles de classe, dans les marchés, dans les gares et autogares, on amène des personnes qui savent pour faire des comptes ou pour expliquer dans les langues locales ce que sont nos ethnies et les relations qu'il y a entre nos ethnies. Prenez le cas de Kéré qui vient d'avoir le prix de l'architecture, oui. Le prix mondial de l'architecture. Un journaliste lui a demandé que veut dire son petit nom. Quand il répondait, il a dit c'est un prénom, c'est un petit nom, Peul. Mon père est Bissa, mais il a fait une tradition qui existait chez les Mossi. C'est-à-dire que le fils aîné, garçon, est envoyé chez les Peul. Et voilà comment, moi, on m'a donné le petit nom Peul. Voilà un exemple extraordinaire. Réparti dans notre culture, puisé dans la culture du Burkinabé pour se remettre en scène. Pour expliquer, parce qu'il y a tellement de non-dits. Ce que vous dites est peut-être pertinent. Demandez aux jeunes aujourd'hui ce qu'ils pensent d'autres. Je l'ai fait ici avec des jeunes étudiants. Je leur ai dit, toi tu es de quelle ethnie? Je leur ai demandé, toi tu es de quelle ethnie? Il dit, moi je suis Bissa. Je dis, bon, les autres qui ne sont pas Bissa. Qu'est-ce que vous avez entendu vos parents, les voisins de chez vous, vos camarades dire des Bissa?
n'y avait pas un mot positif. Pas un. Un autre a dit, moi je suis Mouaga. J'ai demandé aux autres, qu'est-ce que vous avez entendu dire des Mouaga? Il n'y avait pas un mot positif. La même chose des Peuls, la même chose des autres. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui en réalité. Et c'est ce qui a peut-être... Mais nous ne voulons pas l'admettre. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui a contribué aussi à détruire le climat social au niveau des populations de Exactement, mais ça on ne base? veut pas le dire. Personne ne veut le dire. Vous voulez qu'on repartisse à la source? On repart, quand je dis repartir à la source, je ne dis pas de rétrograder. Je dis que ceux qui savent n'ont qu'à expliquer. Il faut qu'on comprenne. Le cas, par exemple, de ce Kéré là, c'est extraordinaire. Je connais un autre cas de quelqu'un qui a été ministre, qui a été Premier ministre, qui n'est plus, hélas. Lui, sa maman, chaque fois qu'elle attendait un enfant, l'enfant mourait. À la 3e grossesse, un Mouaga a dit à son père, à la 3e grossesse, contacte les bergers Peuls. Il a contacté les bergers Peuls. Ceux-là sont venus planter un camp à côté. Et au dernier mois, ils ont pris en charge la mère de ce jeune homme. Il est né au milieu des vaches. Il a grandi, il a fait de belles études, il a eu une très belle carrière politique et administrative. Donc, il y a des richesses dans nos cultures. Dans les années 40-50, les meilleurs amis de mon père à Kaya, c'était qui? C'était Henri Guissou. Henri Guissou senior, le père de Joséphine. C'était Kalenzaga, Christophe Kalenzaga. Voilà ceux qui étaient les meilleurs amis de mon père. Donc nous, jusqu'à notre génération, lorsque vous nous entendez dire quelque chose de passablement méchant de quelqu'un d'autre, c'est vraiment la parenté à plaisanterie. Pas au-delà. Pas au-delà. Alors, ce que vous dites est peut-être pertinent, mais si on fait le point réel, avec des déplacés internes à n'en pas finir, des villages entiers qui ont été vidés de leur monde, est-ce que vos propositions peuvent passer? Parce que les gens veulent d'abord repartir chez eux avant de revenir quand même sur le passé et puis reconstruire une société. On ne revient pas sur le passé. On dit aux gens, voilà ce que nous étions, voici ce que nous sommes en train de perdre. Pour des gens qui ont tout perdu, est-ce qu'on peut leur tenir ce discours? On peut leur tenir ce discours parce que c'est l'avenir si nous voulons créer une nation. Ce que nous n'avons pas encore créé. Quand les étalons jouent, ça s'arrête là. Alors, il a été dit et répété, M. Diallo, qu'il faut des réformes au Burkina Faso. Est-ce que vous pensez qu'il faut que ces réformes-là touchent l'administration? Parce qu'on a vu, après le coup d'État, un communiqué qui a été rendu public par le ministère de la fonction publique pour rappeler aux fonctionnaires les heures de début et de descente au travail. Et quand vous l'avez vu visiblement, vous avez été choqué par un tel communiqué. Oui, j'ai été choqué parce qu'encore une fois, ça dénote notre mentalité. Nous avons une mentalité acquise qui est qu'on ne sanctionne pas. Il ne faut pas sanctionner. Par peur que demain, toi ou un de tes parents commette une faute et qu'on doive te sanctionner. Le ministère de la fonction publique qui sort un communiqué comme ça. Quel est le fonctionnaire qui ne connaît pas les heures de travail? Quel est le fonctionnaire qui ne le sait pas? C'est totalement ridicule de faire un communiqué pour rappeler un fonctionnaire à quelle heure il doit commencer à travailler. Qu'on fasse un communiqué pour dire, petit A, rappel, les heures de travail sont de telle heure à telle heure. Petit B, voici les sanctions prévues au cas où on ne respecte pas ça. Petit 3, ces sanctions vont commencer à être appliquées à telle date. Là, d'accord. Mais si c'est simplement rappeler les gens ce qu'ils savent, c'est totalement, on se décrédibilise. Alors, ça ne sert à rien. L'administration burkinabé, la société burkinabé dans son ensemble, on a l'impression que les Burkinabés ne travaillent pas assez, mais veulent se développer. Et le débat, l'autre aspect du débat qu'on entend régulièrement, c'est l'impérialisme qui nous empêche d'aller de l'avant. Et c'est un mot en vogue au sein de la jeunesse burkinabé. À vous voir secouer la tête, vous pensez qu'on n'a pas encore tenu le bon bout du débat? Vous savez, il y a un Américain qui a écrit, il y a des années, il y a longtemps, il y a peut-être 15 ans, 20 ans.
si vous voulez cacher un secret à un Africain, Mettez-le dans les livres. mettez dans un livre parce Oui. qu'il dit ça. C'est un. Deuxièmement, il y a un consensus établi chez nous. C'est le statu quo. Nanzem, il y a le cahier. Il n'y a pas de problème. Tout va bien, tout ira bien. Au point où nous avons même réussi à donner de nous une image qui n'est pas vraie. Allez dans les pays voisins. Voisins, hein, pas plus loin. Dans la conversation, les ressortissants des pays voisins vous diront « Ah, vous avez de la chance au Burkina. Vous n'avez pas de problème ethnique, vous n'avez pas de problème religieux, vous n'avez pas de problèmes régionaux. » Vraiment. Ils vont vous dire ça. Et en tant que bon Burkinabé, vous n'allez pas dire « Ah non, vous vous trompez, c'est pas vrai. » Vous allez sourire et vous taire. Alors, notre problème est là. On ne peut pas sanctionner, on ne veut pas sanctionner. Et tant qu'on continuera comme ça, on n'ira nulle part. Je vais vous entendre sur un autre élément très important, la question des réformes à engager par la transition des 3 années à venir au Burkina. Beaucoup vous disent, au niveau de la classe politique, il faut faire un nettoyage. Blaise Compaoré en son temps, Kassan Tanguay en 2013-2014, beaucoup sont partis. Le MPP a été créé. Ils sont arrivés au pouvoir. Roch n'est plus président des démissions en cascade. Et finalement, quel est l'avenir de la classe politique au Burkina Faso? La classe politique n'est pas un problème. Elle est ce qu'elle est. Et toutes les classes politiques dans tous les pays du monde sont ce qu'elles sont. C'est un caucus de quelques personnes qui sont là pour garder la tête hors de l'eau, pour compter à l'échiquier régional, national. Voilà, c'est ça leur raison d'être. Combien de partis politiques connaissez-vous qui ont un programme tranchant et qui, lorsqu'ils gouvernent une mairie, par exemple, ont apporté des changements fondamentaux dans la gouvernance de cette mairie. Alors que c'est là que commence la citoyenneté et l'état de droit. Combien de partis politiques ont fait de leur mairie, de leur commune, de leur arrondissement, un modèle imité par les autres? Alors, il ne faut pas accuser les partis politiques parce que de toute façon, les partis politiques sont une réponse médiocre de la gouvernance, franchement, et de la soi-disant démocratie. Vraiment. Les différentes démissions... Comment? Oui, allez-y. Deuxièmement, allez-y. Deuxièmement, oui. On dit le MPP a échoué, le MPP a échoué, et puis le MPSR est arrivé, il va changer quelque chose. Pardonnez-moi de le dire, mais jusqu'à présent, 2 mois après, le MPSR ne m'a pas convaincu qu'il est venu pour soulever des montagnes. Pas du tout. Le lieutenant-colonel Damiba a dit la patrouille la mort. Nous sommes certains qui avons dit, ah, bon, l'ombre de la révolution pointe. Puis après, il a dit, je ne suis pas venu pour la révolution. Nous avons dit, ok, on attend de voir. Je veux qu'on reste sur les démissions. Est-ce que vous avez été surpris, les démissions en cascade dans les partis politiques aujourd'hui? Non, parce que la plupart des membres des partis politiques n'y sont pas par idéal. Ils y sont parce qu'ils suivent quelqu'un. Et quand la personne n'est plus là, ils ne sont plus là. Ou alors ils y sont parce qu'ils espèrent un strapontin. Quand les chances d'accéder à ce strapontin s'amenuisent, ils préfèrent aller voir ailleurs. C'est tout. Bon. Mais malheureusement, malheureusement, parce que la citoyenneté fait défaut, ils auront toujours des électeurs. Beaucoup vous diront que ce sont ces crises politiques-là qui engendrent généralement les coups d'État. De 1960 à aujourd'hui, on a connu plus de militaires au pouvoir que de civils. D'après mes calculs, on a eu 6 ans de Maurice Yamelgo, 6 ans de Roch, ça fait 12 ans. Tout le reste, c'est des régimes militaires. Je ne compte pas le régime bicéphale, Michel Kafando en 2015. Donc ça fait 62 ans, 12 ans de régime civil, 50 ans de régime militaire. Alors le problème est où?
Le problème de Burkina est où alors? Il est avec les 12 ans du régime civil ou bien il est avec les 50 ans du régime militaire? C'est tout. Alors, et en plus de cela, tant qu'on n'acceptera pas de fermer les yeux sur je ne peux pas toucher à celui-là parce que c'est mon parent. Je ne peux pas toucher à celle-là parce que c'est ma belle-sœur. Je ne peux pas toucher à celui-là parce que c'est l'oncle de mon camarade d'école, etc., etc. Mais on ne continuera qu'à se tromper. Et il faut que les gens acceptent cela. Plus tôt on acceptera cela, plus tôt nous nous réveillerons et nous nous regarderons en face. La solution est difficile, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des décisions qui ne peuvent se prendre que dans un régime d'exception. Mais ce régime d'exception, pour moi, apparemment et jusqu'à présent, n'a pas, comment dire, je ne sais même pas comment dire, n'a pas la force, n'a pas l'indépendance vis-à-vis des autres forces. Et n'a surtout pas aussi l'idéal nécessaire pour laisser une marque indélébile. Ce n'est qu'un début, on peut leur donner le bénéfice du doute. Pourquoi n'ont-ils pas fait dès la première semaine? Pourquoi? Quand le Premier ministre Zerbo est arrivé au pouvoir, il a fait 6 semaines, n'est-ce pas? De quoi vous vous rappelez? En dehors du fait qu'il a été voir les déplacés internes à Kaya et à Tougan. De quoi vous vous rappelez? Dites-moi. De quoi vous vous rappelez? En 6 semaines. L'actuel Premier ministre, il est venu, ça fait combien de temps? 10 jours? De quoi vous vous rappelez jusqu'à présent? Qu'il a été voir son personnel à la primature pour les encourager. C'est ça? C'est ça? Des mesures fortes? Comment? Alors, je veux vous entendre sur un autre élément. Vous n'aimez pas les coups d'État militaires, hein? Vous êtes catégorique là-dessus. Oui. Alors que vous étiez un fervent. Ou alors on dit qu'on n'est pas en République. Et là, je n'ai pas de problème. Alors que vous étiez un fervent soutien de Thomas Sankara, ceux qui regardent, qui vous connaissent, vous diront. Oui. Vous avez travaillé avec Thomas Sankara qui est venu par coup d'État militaire au pouvoir. Yes, il est venu par coup d'État militaire. Oui. Et assez rapidement, il a fait oublier le coup d'État par des actions concrètes. Ce n'était pas le meilleur des régimes, parce que c'était un régime dictatorial, entre guillemets. Quand vous n'étiez pas révolutionnaire, quand vous n'étiez pas ceci, vous n'étiez pas cela. Et puis à chaque conseil des ministres, on dégageait des gens, on suspendait des gens, ce pourquoi j'étais viscéralement contre. Mais l'avantage avec Sankara, c'est que je pouvais discuter avec lui. Très franchement. Il y a des moments où il se fâchait. Pendant 2 jours, il ne me parlait pas. Puis il m'envoyait une note ou bien il m'appelait. Il me dit, ah, avant-hier, là, je crois que tu as raison. Ou bien il va dire, ah, non, je garde mon idée. Je n'ai pas changé d'avis. Mais la discussion était ouverte, était dynamique. Voilà ce qui était intéressant avec lui. Et il était d'une intelligence prodigieuse. Bon. Il a fait oublier le coup d'État parce qu'il a engrangé des résultats. Et même ceux qui sont contre Sankara ne peuvent pas de bonne foi dire qu'en 4 ans, le Burkina n'a pas fait des avances. Ils ne peuvent pas. Les jeunes continuent de se réclamer de Thomas Sankara. Mais ils ne veulent pas faire ce que Sankara a fait. Oui. Ils ne veulent pas faire le sacrifice que Sankara a fait. Mais ils veulent être Sankara. Même vous qui avez connu Sankara, est-ce que vous avez accepté de consentir ce sacrifice avec lui en son temps? Est-ce que vous avez consenti les mêmes sacrifices que Sankara en son temps? Well, il y a des amis qui vivent encore et qui peuvent vous dire si je l'ai fait ou non. Et si je suis encore prêt à le faire à mon âge, oui ou non. Parce que ce soit Sankara, que ce soit moi, que ce soit d'autres que je connais, qui vivent encore dans nos calculs, dans le bon sens du terme, ce n'est pas moi qui compte, c'est le façon. C'est qu'est-ce que je peux faire pour mériter du façon. Parce que ce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas, ne savent pas, le Burkina Faso,
ce n'est pas seulement un nom, c'est un idéal. Beaucoup même ramènent le Burkina à quelques villes, hein, Ouagabobo, Waiguia, peut-être Koudougou. Ils ramènent même Oui. à eux seuls et puis c'est tout. Quoi, Oui. hein. Ils s'appellent Burkinabé, ils s'appellent Burkina. Est-ce que, Monsieur Diallo, Parce que ça veut dire, ils ne savent pas la charge émotionnelle, idéologique qu'il y a dans le changement du nom. Est-ce que vous pensez que s'il y avait un autre Sankara avec les mêmes rigueurs, la jeunesse actuelle allait accepter subir ce que Sankara a fait subir aux gens pendant la Révolution? Moins que la jeunesse d'il y a 30 ans. Moins. Vous ne faites pas confiance à cette jeunesse-là? Non. Il y en a quelques-uns. En 83, de 83 à 87, il y avait 7 sur 10 qui étaient prêts à se donner totalement pour la Révolution. Aujourd'hui, il y en aura peut-être 3 sur 10. 3 sur 10? Yes. Parce qu'ils sont trop habitués au confort. C'est des petits bourgeois. Alors, le procès Thomas Sankara, vous suivez? Vous avez refusé de témoigner publiquement devant les médias. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai dit a été mal interprété. À la télé, à la radio, dans les journaux. J'ai suivi, écouté, regardé, lu 7 médias. Pas un n'a rendu ce que j'ai dit comme je l'ai dit. Et qu'est-ce que vous avez dit qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas bien rendu maintenant que vous avez plusieurs choses. Je n'ai plus en mémoire parce que j'ai tout fait pour oublier, parce que tellement je suis écœuré. Et c'est pourquoi... Le plus fondamental, c'était lequel dans tout ce que vous avez dit? Hein? Le plus fondamental de tout ce que vous avez dit, c'était quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Qui a été sorti de son contexte. Mais je l'ai dit même au président du tribunal. Je lui ai dit. Mais très honnêtement, à vous dire la vérité, j'ai tout fait pour ne pas me rappeler. C'est comme quand quelqu'un me parle et c'est une critique contre une personne ou c'est un sujet qui ne m'intéresse pas. Je ne l'entends pas. Et 5 minutes après, je ne me rappellerai pas ce que la personne a dit. Mais la personne est convaincue que je l'écoute. Parce que je me suis entraîné à ça. Et dans ce que j'ai fait ces 60 dernières années, je me suis entraîné à ça. Donc je peux vous écouter sans vous entendre. Comme je peux avoir l'air de ne pas vous écouter alors que je comprends chaque mot de ce que vous dites. Le procès Thomas Sankara. Donc franchement, il y a des choses... Mais même il y a par exemple, la deuxième fois, même le lundi, la deuxième fois que j'ai passé, et qu'il y a eu confrontation entre JPP et moi, Jean-Pierre Palme et moi. Quelqu'un, le président du tribunal ou quelqu'un a dit à M. Diallo, vous avez dit que Jean-Pierre Palme est venu chez vous le 16 octobre le matin. J'ai dit oui. Jean-Pierre Palme, vous avez dit que vous n'avez pas été chez M. Diallo le 16 octobre au matin. Il a dit oui. Et j'ai dit, je maintiens ce que j'ai dit. Je maintiens ce que j'ai dit. Et si mon épouse n'est pas un bon témoin, mais au moins elle le sait, elle l'a vu. Et mon chauffeur également, qui est là, qui est à Ouaga. Mais s'il dit qu'il n'est pas venu, bon, il dit qu'il n'est pas venu. Et tenez-vous bien, Jean-Pierre Palme m'a dit, je n'ai pas été chez Ismaël Diallo le lendemain, vendredi 16 octobre. Mais les médias, le lendemain, mardi, ont dit, Jean-Pierre Palme a dit qu'il n'a jamais été chez Ismaël Diallo. C'est pas ce qu'il a dit. Et ça vous a vraiment... Ça me choque parce qu'il n'y a pas d'enregistrement. Il n'y a pas d'archives. Un étudiant demain qui voudra faire quelque chose sur le procès, et si on lui dit de sortir tout ce que Ismaël Diallo a dit, il va sortir toutes ces inepties-là. Et ce n'est pas vrai. Mais est-ce que vous pensez que ce procès-là, il va nous permettre d'avoir la vérité sur la mort de Sankara? Non. Non. Il est beaucoup question du retour de Blaise Compaoré et de tous les exilés politiques pour la paix. Est-ce que vous pensez que ça peut être une option? On peut vouloir la paix sans la justice. Moi, je n'y crois pas. Mais dans le cours de l'histoire, ça s'est fait. Et ça peut réussir. Comme ça peut ne pas réussir. Vous souhaitez que Blaise Compaoré rentre pour dire sa part de vérité? Je souhaite que lui et tous les Burkinabés qui sont dehors et qui ont envie de rentrer rentrent.
Mais en même temps, je ne veux pas que ce soit par le fait que l'on ne sache pas au moins la vérité. Je suis de ceux qui pensent que quand Blaise est parti en octobre 2014, s'il s'était tué, s'il ne s'était pas ingéré dans la politique intérieure, s'il avait refusé de continuer à diriger le CDP de loin, s'il avait ouvertement et publiquement condamné les attaques terroristes, s'il avait utilisé son carnet d'adresses, comme on dit, pour décourager ces attaques-là, les Burkinabés, dans leur majorité, lui auraient dit « rentre, va à Zignaré t'asseoir ». Mais il a fait le contraire de tout ça. Et en même temps, il veut le beurre et l'argent du beurre. Il n'a rien fait de tout ça et il veut une amnistie. Et il veut rentrer en grande pompe. Et il veut continuer, c'est certain, de peser sur la vie politique. S'il rentrait, vous êtes prêt à le discuter avec lui, encore le voir pour échanger? Je n'ai pas envie de le voir. Vous n'avez pas envie de le voir? voir? Non, parce qu'il a trahi notre amitié. Il a trahi votre amitié? Yes. Comment ça? Parce que c'était un ami. Blaise Compaoré était un ami. Ouais. Comment il a trahi? C'était même pas un camarade, puisqu'il n'était pas un révolutionnaire. Il ne l'a jamais été. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il était avec Thomas par admiration, ça s'arrête là. Et quand ça commençait à aller trop loin avec les autres influences qu'il avait, il a commencé à tourner kazakh. Mais en quoi il a trahi votre amitié? Il a trahi notre amitié en écoutant d'autres personnes qui lui ont dit des tas de choses et en prenant ses distances et en n'écoutant pas les suggestions que je faisais. Mais je ne dis pas que toutes les suggestions que je donne sont bonnes, ça jamais. Mais au moins personne ne pourra affirmer que j'ai fait une suggestion, une seule, devant qui que ce soit et n'importe où, pour mon intérêt personnel. Personne ne peut le dire. Personne. Mais est-ce qu'à votre âge et vu l'âge de Blaise Compaoré, il n'est pas temps que vous vous pardonnez pour quand même donner l'exemple à la jeunesse burkinabé? Ce n'est pas une question de pardon. Ce n'est pas une question de pardon. C'est une question simplement que on n'a rien à discuter. Franchement, on n'a rien à discuter. Je ne lui en veux pas, c'est fait, hein, et puis c'est tout. C'est fait, c'est fait. Moi, je ne m'appesantis pas sur une personne. Quelquefois même, j'exempte l'individu en disant c'est la volonté d'une force supérieure. Quelquefois, je me dis ça. Mais le plus souvent aussi, je me dis telle chose s'est passée pour une leçon pour moi. C'est comme ça que je pense. Vous avez du mal à oublier ce qui s'est passé entre vous et Blaise Compaoré? Je n'oublie jamais. Je ne garde pas rancune, mais je n'oublie jamais. Et si lui, il faisait l'approche vers vous? Je le verrai, je lui parlerai. Mais je lui dirai ce que je pense. Et ce sera quoi en ce moment? Hein? Et ce sera quoi en ce moment? On va passer en revue, je lui dirai, je t'ai dit ceci, cela, tu n'as pas accepté. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai dit à Youssouf Ouedraogo, dit à Blaise qu'il est en train de chuter. Malheureusement, Youssouf Ouedraogo n'est pas en vie. Mais j'ai dû dire à 2 ou 3 autres personnes, dis-lui qu'il est en train de chuter. Vous n'avez pas cherché à le voir pour le lui dire physiquement? Si. Chaque fois que je revenais à Ouaga, je téléphonais au conseil et je disais, dites au président que je suis là. Et avant de partir, je téléphonais pour dire, dites-lui que je pars demain ou après-demain. Et vous recevez ou pas? Non, il ne recevait pas. Il aurait pu me faire plus de tort. Ce ne sont pas les incitations qui ont manqué. Il y en avait beaucoup. Mais il s'est gardé de le faire. Et pour cela, je le lui reconnais. Il n'a pas été aux extrêmes, ce qu'il aurait pu faire. Ismaël Diallo, comment voyez-vous l'avenir du Burkina Faso avec tout ce que nous vivons actuellement? Si le régime actuel est une copie bis
du temps de Blaise ou du temps de Roch, je ne vois pas où nous allons. Et j'ai peur du pire. Maintenant, si ils ont des projets que j'ignore, que beaucoup qui sont en train d'être déçus ignorent, et qu'ils nous surprennent positivement, tant mieux. Est-ce que vous avez un message à la jeunesse burkinabé? Travaillez, croyez aux rêves et travaillez. N'attendez pas qu'on vous donne. Vous n'avez aucun droit. Vous avez des devoirs, vous avez des possibilités. Et travaillez pour obtenir ce que vous voulez. Mais vous n'avez aucun droit de réclamer quoi que ce soit. Merci beaucoup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le temps est allé très vite. Merci à vous, M. Ismaël Diallo. Merci de nous avoir accueillis chez vous pour donner votre opinion sur la marche du Burkina Faso actuellement. Bienvenue. Chers amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, vous l'aurez donc remarqué, c'est un cours du soir. Nous sommes un peu revenus sur la situation actuelle, mais aussi sur le passé, dans l'espoir que vous ayez retenu quelque chose de magnifique de cet entretien. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, restez fidèles au programme de Burkina Info. Salut.